Bonjour et bienvenue dans cette émission de rentrée de l'économie expliquée par mon père, à nouveau avec mon père, dans un décor que maintenant vous avez appris à connaître, à aimer, et qui, ma foi, est resté inchangé pendant ces vacances. Donc on est content de revenir avec nos anciens cahiers qui sentent pas la colle, mais qui sont là quand même. Les nouveaux bouquins à couvrir. Oui, voilà, la fiche. Moi, c'était la fiche de santé des enfants tous les ans, où tu essayais de déchiffrer ce que le médecin avait pu écrire et à quoi correspondait le vaccin. Alors, tu sais, genre le DTP polio ou des trucs. Et t'étais là, mais le Priorix, c'est quoi déjà le HPT? Parce que ça a des noms en plus, donc t'es obligé d'aller voir c'est quoi le nom du truc. Enfin, c'était épique. Voilà. Alors, pour cette rentrée économique, cette émission va être une sorte de retour sur événement, puisqu'on vous a laissé tout seul comme des grands pendant tout l'été. J'espère que vous n'êtes pas coupé les cheveux avec des ciseaux à ongles ou ceux de votre petit frère. Voilà. Donc, la rentrée économique de Charles Gave. Alors, j'ai décidé qu'on allait parler de 3 sujets. Donc, le premier va être la France. Et on va vous faire un petit rapport d'un indice que Charles avait calculé l'an dernier, qui s'appelle l'indice Gilet jaune, et qui est une sorte de mesure de l'inflation pour les ménages les moins aisés. Et on va essayer de regarder ensemble quel va être l'impact futur pour, on va dire, pour les Français moyens de la tranche... plutôt le dernier tiers. Plutôt le dernier tiers. Ceux qui sont dans une situation qui n'est pas facile, et dont on va montrer que l'inflation dans les produits indispensables, qui sont la nourriture, l'énergie et le loyer, a été beaucoup plus forte que l'inflation normale, telle qu'elle est calculée par les indices. Donc ça sera le sujet 1. Le sujet 2, on va vous parler de la Chine, parce qu'il ne vous aura pas... Vous n'aurez pas manqué de voir que cet été, il s'est passé pas mal de choses. Charles connaît bien la Chine, puisque GAFCAL a des bureaux à Pékin et a été un des premiers à proposer des études un peu sérieuses, justement, sur l'avenir que pouvait être la Chine. Et donc, on va essayer de faire un petit point là-dessus. Et enfin, dans la même mouvance, j'ai envie de dire, les BRICS. Ça, il se passe des trucs qui vont dans le sens de ce qu'on disait depuis un certain temps. De ce qu'on disait depuis un certain temps, sachant que là, il y a une augmentation du prix du pétrole. Certains disent qu'en conséquence, également, ça aurait un impact sur les taux directeurs, aussi bien... sur l'inflation. Sur l'inflation. Et donc, CQFD, on se retrouve un petit peu dans ce que tu avais prédit et ce que tu avais annoncé. Donc, hélas. Victor Hugo, hélas. Toutefois, revenons donc dans cette première partie. Vous avez sûrement vu les membres du gouvernement, Bruno Le Maire en tête, se féliciter des résultats économiques de notre pays pour nous dire qu'on avait réussi à non seulement combattre l'inflation. Alors, je ne sais pas comment ils arrivent avec les indices de l'INSEE à... Il y a beaucoup de créativité, là, oui. Oui, il y a énormément de créativité parce qu'ils arrivent à nous expliquer qu'on serait sur une inflation à 3,5, 4, 5%. Enfin, alors que le système statistique de l'Europe dit qu'on est plutôt à 5,5, 6. Donc, il y a une différence pour une fois entre l'INSEE et le... Voilà. Et l'autre chose aussi assez intéressante, c'est qu'ils sont capables de nous expliquer qu'ils contiennent la dette. Or, on sait qu'il y a eu un accroissement de plus de 7 milliards depuis que Macron est au pouvoir et qu'aujourd'hui, on vient de passer le seuil de 3100 milliards de dettes, encore une fois, sans compter le hors-bilan. Donc, alors là, on serait dans des... donc, si vous regardez une courbe de la dette, ça fait comme ça sous Sarko, ça monte un peu sous Hollande, et depuis Macron, ça fait comme ça. C'est une hausse perpétuelle. Et qui a beaucoup accéléré. Qui a énormément accéléré. Donc, ça nous rend extrêmement fragiles sur les marchés parce que avec des taux qui remontent, il faut pouvoir rembourser ne serait-ce que les taux de remboursement sur la dette. Surtout, ce qui se passe, c'est que si vous avez une dette... Alors, bon, c'est un sujet qui est compliqué, mais vous avez 100 euros de dette, mettons, ou 1000 euros de dette avec votre banque. Et si vous n'avez pas fixé le taux, il y a 2 ans, le taux était à 1,5%. Oui, bien sûr. Maintenant, il est à 5%. Donc, boum, ça vous coûte beaucoup plus cher, quoi. Ça vous coûte. Et pour l'État, c'est pareil. Ils avaient 3 000 milliards de dettes. Les taux étaient à 0, donc ça leur coûtait pas cher à faire tourner. Mais à partir du moment où on se retrouve à 4 ou à 5, ça change tout. Donc,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène que les économistes appellent le crowding out, c'est-à-dire vous évincez les autres. Le poids de l'État dans l'économie monte, il a besoin d'emprunter de plus en plus pour servir simplement les intérêts de la dette passée. Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins d'argent pour l'éducation, la défense. Donc on voit très bien qu'on arrive dans ce dont je parle depuis un petit moment, dans un scénario de paupérisation rapide de la France à partir de maintenant. Alors justement, revenons sur ce calcul que tu as fait et qui va normalement s'afficher sur vos écrans, qui s'appelle l'indice gilet jaune. Alors, l'indice gilet jaune, c'est quelque chose que tu avais sorti il y a 2 ans dans un premier article. Pendant les gilets jaunes, oui, il y a 2-3 ans, oui. Il y a 2-3 ans, et tu l'avais calculé aussi dans un article pour les Américains. J'avais appelé ça l'indice Walmart pour les Américains. Voilà. Qui est le grand magasin américain. Et alors, si je ne me trompe pas, c'est un indice que tu calcules en prenant quelque part les dépenses incompressibles pour les plus petits. Moi, je me souviens très bien, c'est ce que je raconte toujours, quand j'étais étudiant, en particulier aux États-Unis, j'avais pas 3 sous. Et donc, le peu d'argent que je gagnais, il y avait un tiers à peu près pour l'énergie, c'est-à-dire le transport, prendre ma voiture pour aller à l'université ou des trucs comme ça. Bon, ça fallait mettre et te chauffer. Et me chauffer. Il y avait le loyer et il y avait la bouffe. Et donc, j'ai remarqué dans ma vie, mais je crois que ça a été fait par d'autres économistes, que plus tu es bas dans l'échelle sociale, moins tu gagnes d'argent en quelque sorte, plus ces 3 dépenses sont importantes. Bien sûr. Et ce sont les seuls, pratiquement. Il est certain que plus tu es bas dans l'échelle sociale, moins tu as potentiellement un budget Sephora. Voilà, le budget Sephora, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Alors donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans l'indice tel qu'il est calculé par l'INSEE, et il y a des sous-indices. Donc, tu as un sous-indice loyer, un sous-indice énergie, un sous-indice alimentaire. Donc, je prends ces 3 indices et je dis, je vais calculer l'histoire de cet indice, un tiers, donc j'exclus tout ce qui n'est pas ces 3 choses-là. Et vous voyez ça, ce qui apparaît donc sur ce graphique qui apparaît maintenant, la ligne rouge, c'est cet indice. Et la ligne bleue qui est en dessous, c'est le revenu moyen des Français nominal. Moyen, c'est-à-dire que c'est mieux que mes gars que je mesure, mais j'ai pas le dernier tiers, sinon j'aurais pris le dernier tiers. Et en dessous, en noir, c'est le rapport entre les deux. Donc vous voyez que depuis à peu près l'arrivée de l'euro, mettons de 2000-2002 par là, le niveau de vie moyen des Français, la capacité d'achat des Français de ces 3 produits ou services a baissé d'un bon 10%. C'est-à-dire que l'euro dont on nous expliquait qu'il allait nous augmenter notre niveau de vie, il nous a amené quand même à une baisse de 10% de notre revenu moyen. Et vous voyez aussi que, par exemple, en 2012, quand Sarko cherchait à être réélu, on s'était pété la gueule de 2009, la crise financière à 2012, et qu'évidemment, vous n'avez pas envie de voter pour un gars où vous vous retrouvez qui a fait baisser votre revenu moyen de 7,5%. Même si on ne le formalise pas, les gens s'en rendent compte. Ils disent, mais je vais beaucoup moins bien qu'il y a 10 ans. Donc, instinctivement, vous ne refaites pas la même chose parce que vous n'êtes pas idiot. Voilà. La seule chose, c'est que là, on a réélu Macron simplement parce que les élections ont été complètement manipulées, etc. On nous a sorti... Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est que normalement, il y a une sanction électorale et cette fois-ci, on ne l'a pas eu. Mais... Oui, alors après, il y a eu le Covid et puis, avec Macron, on le sait, il y a une instrumentalisation absolument incroyable des médias, dans la création de Macron. Dans les 2 cas, d'ailleurs, pour la première et la deuxième élection. Pour la première et pour la deuxième. Et avec tout ce qui se passe avec Bernard Arnault et ainsi de suite en ce moment, on est obligé de se dire qu'il y a quand même une collusion. Enfin, tout à fait. Une collusion avec une certaine classe dirigeante, ça paraît de plus en plus. Alors, si vous calculez l'évolution, normalement, ils vous disent que l'inflation est à 4,5, mettons, 4,5, 5 en France. Mais si vous prenez l'évolution de la ligne rouge, que j'ai pas fait ici, mais que j'ai fait quand même, que je montre pas, la ligne rouge, ces produits sont en hausse de 8,5%. Donc, ça veut dire que les gens pauvres
Comme toujours, quand il y a inflation, c'est pour ça que ça me rend fou cette histoire, c'est quand il y a de l'inflation, c'est toujours les plus pauvres qui dézinguent le plus. Évidemment, oui. C'est pas, parce que c'est ces trois pays, ces trois produits-là qui montent le plus, et c'est toujours eux qui en prennent plein la tête pour pas un rond. Et j'avais fait des articles il y a 3 ans en disant la politique qu'on suit amène automatiquement à un appauvrissement des plus pauvres, ce qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire, si on rentre dans une période difficile, il n'est pas normal que ce soit les plus défavorisés d'entre nous qui en prennent le plus plein la gueule. C'est pas normal. Donc j'avais poussé des cris, je renvoie aux articles que j'ai écrits à l'époque. Mais il me semble que quand même, on voit maintenant que ce que je disais, c'est-à-dire que l'inflation dans les 3 produits essentiels est beaucoup plus forte qu'ailleurs, et que c'est donc les gens, et donc logiquement, on devrait avoir, si la précédente aux fortes hausses, c'était l'arrivée des gilets jaunes, vous voyez, quand c'était en 2018, 17, 18, oui. mais l'écart n'était pas énorme. Non, non. Mais là, l'écart est en train de devenir gigantesque. Donc ça veut dire que normalement, on pourrait avoir une explosion sociale extraordinairement forte, parce que je ne sais pas si vous avez vu les grands articles qui ont été dans toute la presse aujourd'hui rédigés par le patron de Carrefour. Le patron de Carrefour, il n'arrête pas de dire, il se passe ce qu'il appelle une déconsommation, comme Carrefour, on n'en a jamais vu dans son histoire. Hier, il y avait un article, je crois, du Secours populaire qui disait que de plus en plus, les gens se privent d'un repas. C'est-à-dire, ils ne font pas 3 repas par jour, ils en font 2. Ils vont se priver de déjeuner, ou ils vont pas dîner, ou prendre une boisson chaude. Et je pense que ça va tendre vers ça, et donc vers un écrasement de la consommation. Et c'est ce que dit le patron de Carrefour. Il dit, d'habitude, il y avait à peu près 8 produits dans un panier. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'à 5. C'est-à-dire du café, du beurre. Voilà, c'est ça, c'est des trucs. Mais ils enlèvent tous les produits qui ne sont pas absolument nécessaires. Par exemple, les déodorants ou des trucs comme ça. Donc, il y a une espèce de déconsommation. Et c'est normal. Parce que si vous dépensez plus que votre argent dans ces 3 produits, vous n'avez rien pour vous acheter le déodorant, le rouge à lèvres, aller à un match de rugby. Ce qu'il y a d'important dans un budget, c'est dans le fond la partie dont tu sais pas quoi faire à l'arrivée, avec laquelle tu te fais plaisir, tu vois. Prendre un chien. Qui mange tes croquettes hors de prix. Exactement. C'est vrai. Mais à partir du moment où ton chien, tu peux plus lui acheter les croquettes, ça te rend malheureux, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle le revenu disponible après les prélèvements nécessaires, obligatoires quasiment, c'est ce qui rend la vie des gens à peu près convenable. Ça leur permet, c'est l'extra, tu as envie de ta fin matinée ou j'en sais rien. Et là, non seulement il n'y a plus rien, mais c'est négatif. Donc, il doit y avoir une espèce de haine et de rancœur qui monte. Des gens, il y a plein de gens qui me disent, mais je comprends pas, je travaille et j'arrive pas à vivre avec le produit de mon travail. Pourquoi tu crois que les Gilets jaunes ne reprennent pas encore? Mais les Gilets jaunes, c'était arrivé de nulle part. Tu sais, c'est sorti, on n'a pas compris d'où ça venait, je ne sais pas si tu te souviens. Si, mais c'est arrivé tout d'un coup, mais je pense aussi que il y avait ce qui ressort de la gestion de Macron en général, c'est un certain mépris de la population et une façon très méprisante de traiter les gens. Et il y a eu une espèce... la rue. Et voilà, il y a une espèce de trop-plein à un instant T qui n'était pas dû aux faits véritablement. Parce que regarde, l'écart, on le voit, l'arrivée des Gilets jaunes était beaucoup moins grand qu'à l'élection de Hollande. Là, c'est quand Philippe avait augmenté les prix du diesel et mis la limite à 80 sur les routes. Oui. Ça, les gens qui travaillaient dans la périphérie ils ont dit on en a gros. Ils ont commencé à se révolter, puis c'est parti comme un feu de paille. Mais ce que je veux dire, c'est que n'importe quoi, aujourd'hui, n'importe quoi peut partir comme un feu de paille. Parce que, en quelque sorte, la poudre est là, il suffit de mettre l'allumette, quoi. Je ne sais pas ce que sera ce feu de paille, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un coup qui parte, un peu comme les gilets jaunes auxquels personne ne s'attendait. Et ils ont trouvé un système de ralliement extraordinaire, c'était justement ces gilets jaunes. Ils ont d'un seul coup, plaf, ils avaient comme un drapeau, quoi. Et donc, mais compte tenu de l'effondrement de la ligne noire, ce que je ne cesse de dire aux gens depuis un certain temps, c'est qu'aujourd'hui, la France est engagée dans une baisse à long terme du pouvoir d'achat des gens qui vivent en France. Alors, certaines personnes disent « Ah, mais c'est très bien, si on arrête de consommer, on va arrêter de consommer chinois et ça sera une façon de réorienter notre consommation. » Je ne pense pas que les gens qui dépensent de l'énergie, de la bouffe consomment beaucoup chinois, tu vois. Ouais, non. Peut-être le téléphone, mais...
Quand tu es en bas, non, tu n'as pas... Je sais pas si tu t'achètes un Apple à 1000 euros. Hein. Non, je pense pas. Donc, Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acheteurs de 1000 Apple dans les gars. Oui. Donc, je sais pas. Et encore une fois, tu trouves tous ces gens qui trouvent que c'est très bien que dans le fond, les petits gens plein la gueule, que tu sais, c'est ce que disait un général français qui s'appelle le général Bazaine. Alors, il disait toujours, il a plu toute la nuit, les troupes sont fraîches, donc on va pouvoir attaquer. Quoi, tu vois. Il y a des gens qui trouvent très bien que dans le fond, les gens restent dehors quand il pleut toute la nuit. Lui, je suis persuadé que le général Bazaine, il restait probablement bien à l'abri, bien au chaud pendant la nuit, mais que les troupes soient trouvées que c'était lui, c'était très bien. Ça les... Je trouve qu'il y a toute cette espèce de bourgeoisie de gouvernement qui trouve que, dans le fond, ces gens sont encore trop payés. Il y a une espèce de mépris pour les petites gens qui se défoncent pour essayer de vivre normalement, d'élever une famille, de travailler, et qui voudraient que leur travail leur permette de vivre. Leur travail leur permet plus de vivre. C'est quand même extraordinaire. Non, mais quand tu regardes en ce moment les évolutions sociales, il est certain que aujourd'hui, même la gauche, quelque part, est d'une certaine façon méprisante du peuple. Parce que... On les appelle les beaufs. C'est des gens qui sont... qu'est-ce que c'est ? Par exemple, on l'a bien vu dans cette histoire de la chanson de Sardou. Là, exactement, j'allais y venir parce que ce qu'il y a de drôle dans cette histoire, c'est un épiphénomène, mais c'est que cette fille que je connaissais même pas, qui est évidemment vote à gauche et évidemment comme tout ce monde de France Culture, France Inter, interminable, ne réfléchit pas plus loin à véritablement ce qu'est la science politique et ce que sont les partis. Non, elle n'a aucune culture. Elle n'a aucune culture, mais ça se fait de dire que Sardou est plouc. Et pourquoi ? Parce que Sardou est un chanteur populaire. Et parce qu'il chante la France. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle rationalise le truc en disant « Oui, c'est d'extrême droite ». Alors, ça passe, effectivement, on met ça dans les... Mais c'est pas du tout d'extrême droite, c'est un chanteur de concierge. Sardou, c'est le chanteur populaire. Nous, on avait une gardienne dans la loge et elle mettait « Je vais t'aimer » toute la journée à fond. Et les seules fois où j'ai entendu Sardou, c'est le chanteur populaire des bals musettes par excellence. Et en plus, non seulement ça, mais moi je me souviens quand, il y a quelques années, il avait fait un truc qui s'appelait Ne m'a plus jamais France, tu sais, la France. C'était sur le France qui était devenu un peu bruit. Et même moi, cette chanson, elle me donnait des frissons, quoi. C'était ça. Sardou, quand même, c'est un chanteur français. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est comment on appelait ça, les gars qui étaient dans le sud-ouest, là, qui allaient dans les cours d'amour, qui chantaient, c'était un ménestrel. Il y en a toujours eu des gars qui parlent des femmes, qui parlent du pays, c'est très français, qui parlent de la bouffe. Et quand on trouve ça de droite, c'est à quel point maintenant on considère que dans le fond, tout ce qu'aiment, ce que j'appelle les hommes des arbres, tu sais, les locaux, c'est considéré par les hommes des bateaux, comme cette andouille de chanteuse, comme ringard. Donc, moi, je trouve ça à mourir de rire parce que il me semble que l'amour de l'humanité commence par l'amour de son pays, quoi. Enfin, je sais pas. Et en ce moment, une chose qui est assez sidérante de la gauche, on l'a vu cette semaine avec Bernard Arnault, c'est que... il donne du pognon. Il donne du pognon, le mec, tout le monde lui tombe dessus. Et tu peux pas t'empêcher de te dire, mais attends... il n'est pas obligé. Non, il n'était pas obligé. Et... cette gauche-là, si tu veux, toute la journée, leur seul horizon indépassable, c'est de parler du fait qu'il faudrait capter les richesses d'absolument tout le monde et les redistribuer. Mais tu as envie de leur dire, OK, en imaginant, allez, on prend tout le pognon de Bernard Arnault en année 1. On le redistribue à chaque Français. 4000 balles par personne, hein, ça va faire un truc comme ça. On fait quoi en année N+1 ? Et surtout, tous les gens qui travaillent chez Bernard Arnault perdent leur boulot. Oui, bien sûr. Ils se cassent, du coup, il n'y a plus de travail, il n'y a plus aucune rentrée d'argent et tout ça. Donc, chaque Français est très content. OK, tu fais un énorme méchoui, tu le vogueras et tout ça. Tu fais quoi l'année d'après ? Mais non seulement ça, qu'est-ce que tu fais l'année d'après ? Mais la chose aussi qu'on dit très, très rarement, c'est que pour enlever l'argent de Bernard Arnault et le donner à... Ça s'appellerait de la spoliation. Non, mais il faut la force. C'est-à-dire que tu utilises la force de l'État pour piquer des choses qui n'appartiennent pas aux gens qui vont le recevoir. Donc ça s'appelle du vol. Donc ce que recommande Mélenchon, c'est d'utiliser la force de l'État pour commettre des vols. Bah c'est l'URSS, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les systèmes socialistes, à un moment ou à un autre,
s'appuie sur la contrainte et termine dans des camps de concentration. Donc le choix, c'est pas Bernard Arnault ou l'égalité, le choix c'est Bernard Arnault ou le camp de concentration. Il n'y a pas de différence, on ne peut pas avoir piqué l'argent de Bernard Arnault sans avoir le camp de concentration. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Ah oui, mais attendez, ça serait normal de faire ça parce que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres ». Ben c'est ça, que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, c'est le résultat de politiques imbéciles comme l'euro. Mais ça c'est le résultat de politique. Et ça n'est pas que quelqu'un a pris ton fromage. C'est pas Bernard Arnault qui a piqué l'argent des autres, c'est Trichet qui était un âne, qui a suivi une politique qui a appauvri tous les pays de la France. Je tiens à signaler que pendant que Trichet faisait cette imbécilité, la Chine a fait sortir 700 millions de personnes de la pauvreté la plus absolue à un niveau de vie à peu près équivalent à celui des Français aujourd'hui. Et en faisant sortir les gens de la pauvreté, ils n'ont pas piqué de l'argent à des milliardaires. Non, ils ont créé plein de milliardaires en même temps. C'est étrange, donc comme quoi il est possible de faire sortir des gens de la pauvreté sans piquer à autrui. Et c'est ce que disait, sans piquer à autrui. Au contraire, dès qu'on cesse de piquer à autrui, comme la richesse, comme je l'ai expliqué 25 fois, ça suit la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% des gars qui créent 90% de la richesse. Si vous piquez l'argent des 10%, vous vous retrouvez dans la parabole du maître et de la vigne, etc. Ben, il se passe plus rien, vous êtes volé, et puis tout le monde est tué. Encore une fois, quand vous êtes dans la vie, la totalité des phénomènes sociaux sont distribués d'après la loi de Pareto. Par exemple, si des gars commencent à jouer au tennis, il y en a 10% qui vont devenir ce qu'on appelle troisième série. C'est-à-dire qu'en général, ils courent comme des lapins, ils ont un coup. Et puis, de ces 10%, il y en a 10% qui vont devenir seconde série. C'est-à-dire qu'ils savent à peu près tout faire, qui jouent à peu près bien. Et puis, de ces 10% qui sont en seconde série, il y en a à peu près 10% qui vont arriver en première série. Mais ça fait que 10 mecs. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si tu dis, c'est pas juste, tout le monde devrait être en première série, ben non. C'est vrai dans les affaires, il y a des gars qui sont doués. Je sais pas si les gens se souviennent, mais il y a un film merveilleux qui s'appelait autrefois sur Mozart, là, qui est sur Mozart. C'était Wolfgang Amadeus Mozart avec Salieri. Amadeus. Et Mozart était un crétin, mais il avait du génie. Salieri, il avait du talent. Et si vous voulez qu'on y fasse, si moi j'ai joué au tennis contre des gars qui étaient donc en première série et tout, j'aurais pu jouer 10 heures par jour, j'aurais jamais réussi à faire ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, il faut accepter qu'il y a des gens différents et qu'il y a des capacités différentes. Et il faut pas embêter ceux qui ont trouvé l'endroit où ils ont leur capacité. Il faut essayer soit de chercher là où moi je suis le meilleur et où je serai dans les 10% les meilleurs. C'est ça une vie. C'est pas de jalouser ceux qui ont été les meilleurs à gagner du pognon. Mais si tu es le meilleur, je sais pas, à jouer au trinquet ou à n'importe quelle autre connerie, ben, tu fais ça. Donc le but, c'est de chercher là où tu es dans les 10% les meilleurs et pas d'aller chercher l'État pour aller voler un gars, parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Alors, essayons de round up ce qu'on vient de mettre à plat, c'est-à-dire que, bon, là quand même... La note commence à être présentée. Ce que ça veut dire, c'est que tu vois cette espèce de grande baisse qui commence de la ligne droite qui baisse comme ça, là, oui. la ligne noire. La noire. La noire qui baisse. Eh ben, c'est ce que je ne cesse de dire, c'est-à-dire que maintenant, on est dans une baisse structurelle du niveau de vie en France, à force de taper sur les gens qui créent de la richesse et de les faire partir de France. Et je voudrais ajouter aussi quelque chose, parce que c'est très important, ça. Cette ligne est très importante parce qu'elle explique les méfaits. Et je voudrais ajouter ça, c'est que vous avez tout. On a même fait un dossier dessus sur la désindustrialisation de la France. On a fait un dossier pour expliquer comment il n'y avait plus rien. Mais j'ai réfléchi après coup, et j'ai été voir la cote en France. Vous savez, l'endroit où les valeurs cotées existent, les valeurs en bourse, quoi. Et vous avez plein de très grandes valeurs industrielles. Vous avez Air Liquide, vous avez Schneider, vous avez Legrand, vous avez Total, vous avez Imerys, vous avez au moins une dizaine de très grandes valeurs industrielles. C'est-à-dire que la France a une énorme capacité industrielle qu'elle exerce en dehors de France. C'est-à-dire la question que devraient se poser les Français, c'est pourquoi, alors que nous avons... Par exemple, dans la cote en Angleterre, tu as plus de valeurs industrielles. D'accord. Anglaise ? Anglaise. Ils sont sortis de l'industrie. Mais nous, on n'est pas sortis de l'industrie. On a encore des tas de sociétés qui étaient... On a plein d'ingénieurs aussi. Et on a plein... Mais justement, on avait les meilleurs ingénieurs du monde, et on continue. Mais les sociétés françaises industrielles ont pris la décision de ne plus investir en France. Donc la question, c'est pas la désindustrialisation de la France, c'est pourquoi l'industrie n'est plus rentable en France.
Tu vois, donc... Mais ça, comment veux-tu que l'industrie soit rentable avec les 35 heures, avec l'emmerdement patent qu'est le droit du travail, tous les trucs qu'on t'embête, avec et les changements tout le temps. Des réglementations, des lois qui sont pas pérennes. Donc la réalité, c'est que... Des inspecteurs du travail qui viennent te pomper l'air toutes les 5 minutes. Voilà. Donc on a bâti un système, en quelque sorte, qui est fondamentalement hostile à l'industrie, alors qu'on était un pays qui aimait fondamentalement l'industrie. Et donc, on a réussi à avoir ce paradoxe extraordinaire, d'avoir une base industrielle extraordinaire, mais plus aucune base industrielle en France. C'est pour simplement montrer la nocivité de l'appareil d'État dans la création. Ils ont réussi à faire sortir l'industrie de France. Mais quand tu regardes, c'est exactement pareil. Quand tu regardes dans la Silicon Valley, tu te retrouves aussi avec la moitié de Français dans la création artistique. Exactement. Parce que ils surperforment, mais ils sont obligés de s'exporter. Parce que dans le dessin animé, dans la création visuelle, dans tous ces métiers-là, les gens partent à l'étranger parce qu'en France, ils savent qu'ils seront malheureux comme les pierres. Et voilà. Et il y a par exemple, à Hong Kong aujourd'hui, il y a plus de Français qu'il n'y a de Britanniques. C'est-à-dire que si tu veux être dans des métiers d'import-export, te dépatouiller tout seul, vivre dans un pays où il n'y a pas de filet de sécurité, c'est plein de Français. Mais tu te souviens, c'est ce qu'avait dit Boris Johnson quand il était arrivé chez Plo. Il avait dit, moi qui suis le maire de la seconde ville française. Exactement. Et c'est vrai qu'à Londres, il y a un nombre de Français. Toute la France, regarde, ici on a reçu souvent Anis Lagenef, mais qui est un type au poil, où il vit, lui, il vit à Londres. Beaucoup de gens dès que tu veux penser indépendamment, moi quand je suis arrivé à Londres, je répète toujours, mais quand je suis arrivé à Londres, j'ai découvert un truc stupéfiant, c'est qu'en France, tout ce qui n'était pas interdit était autorisé. Hein. Et quand je suis arrivé à Londres, on m'a expliqué que tout ce qui n'était pas interdit, tout ce qui n'était pas autorisé, on pouvait le faire. Quoi. Donc les Anglais, quand j'arrive à Londres, j'ai l'impression que je respire à nouveau. Je suis libre. Tandis qu'ici en France, dès que je veux faire quelque chose, on me dit « Ah mais non, c'est pas permis ». Mais je leur dis « C'est interdit ou pas ?»« Ah ben non, mais c'est pas permis, donc vous pouvez pas le faire. » Comment ça ? Ben oui, donc si j'attends attendre que ce soit permis pour qu'on le fasse, j'attendrai toujours. C'est effrayant. Donc, on pense quand même que cet hiver, ça va être... Surtout si le prix du pétrole monte. Voilà, mais le prix du pétrole monte. Il est passé de 70 à 90. Là. Donc voilà, on va en parler dans une troisième partie avec les BRICS, mais force est de constater qu'il y a quand même une mainmise à 80% des BRICS sur le pétrole. Donc bienvenue dans un nouveau jeu, avec des nouveaux intervenants avec lesquels il va falloir discuter. Et encore une fois, on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Donc, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, ça va être très amusant. Et on va voir quel... Alors, d'où ça va partir, je ne sais pas très bien. Qu'est-ce que tu penses de l'immobilier ? Est-ce que tu penses que l'immobilier va s'effondrer très vite ou que ça prend un peu plus de temps ? Mais ça a commencé à s'effondrer. Il y a beaucoup moins de transactions, là, je regardais hier. C'est toujours comme ça que ça se passe. Si tu veux, je vais avoir 80 ans, youpi. J'ai toujours eu l'immobilier. D'abord, il y a un ralentissement. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'il faut vendre trop tôt. Si tu attends pour vendre, à ce moment-là, le plus haut se caractérise par le fait que, on reste là-haut, mais plus personne n'achète, plus personne ne vend. Donc toi, si tu veux vendre, tu peux pas parce qu'il n'y a plus de marché. Et puis la baisse se passe dans une absence de marché totale. C'est-à-dire qu'il y a les vendeurs forcés qui vendent, donc c'est les banques qui vont rechercher l'appartement, qui le vendent à n'importe quel prix, quoi. Et donc je crois qu'on arrive dans cette phase. Surtout que les gens, dans l'immobilier récent, ont fait pas mal de spilling, parce qu'ils se sont largement endettés pour faire du Airbnb, de location, etc. Voilà. Et des appartements pour les retourner. Il y a un phénomène qui m'a inquiété, c'est qu'il y a donc une grande société allemande extraordinairement endettée dans l'immobilier, qui a des immobiliers d'appartements en particulier, mais des bureaux et tout, et qui a fait une augmentation de capital. Et il y avait une augmentation qui marchait, ce qui est normal. Et la Banque centrale de Corée, il y avait 600 millions d'euros qui devaient venir de Corée, des banques coréennes, pour souscrire à cette augmentation de capital. Et la Banque centrale de Corée a interdit. Peut-être qu'elle ne voulait pas avoir d'actifs qui sortent de non, de Corée. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème de compte courant. Ils ont des réserves d'échange à n'en plus finir. Mais la Banque centrale de Corée s'est peut-être dit, l'immobilier en Europe, c'est peut-être pas une bonne chose. Donc, c'est extraordinaire d'avoir une banque centrale
interdire d'aller investir dans l'immobilier d'un pays ami, l'Allemagne, quoi. Tu vois, oui, dans quelque chose de tangible, d'autant. Oui, mais le fait que ce soit tangible, ça ne veut pas dire que ça vaille quelque chose. Oui, on l'a vu avec BlackRock. Oui, on l'a vu avec, voilà. Donc, il y en a des choses. Hein. Donc, voilà, c'est... L'immobilier, pour moi, maintenant, les gens, s'ils veulent, s'ils ont leur niveau... Imagine que tu ne sois pas dans cette catégorie, mais que tu sois un petit peu au-dessus et que tu aies un appartement ici ou là, que tu loues, si tu veux maintenir ton niveau de vie dans une période de baisse du niveau structurel, tu vas vendre tes actifs. Mm-hmm. Donc il va y avoir de plus en plus de vendeurs d'actifs qui vont simplement pour maintenir le niveau de vie, quoi. C'est, la bourgeoisie française a tenu sur les achats qu'ont fait les grands-parents, mais maintenant, il y a un moment où... Oui. Donc oui, je crois que l'immobilier, je continue à dire ce que j'ai dit, il faut en avoir si vous devez habiter dedans, mais sinon, c'est pas trop la peine, quoi. D'accord. Voilà, écoute, sans transition, on va passer au sujet 2, qui était la Chine. Oui. Alors, dans la Chine, tu as commis un papier que GAFCAL a mis énormément de temps à publier et c'était une honte. Mais non, c'est pas une honte. Chez GAFCAL, vous savez, c'est une vraie société. Maintenant, il y a une dizaine de personnes qui écrivent, ils sont tous très compétents, et on fait qu'un papier par jour. Donc, le problème, c'est que la concurrence pour être publiée est rude. Voilà. Alors, j'avais pris le parti de traduire le dit article, et qui disait en substance que... alors, on va bien scinder au début que tu avais, toi... pour ce qui te concerne, parler des obligations chinoises, des obligations d'État chinoises. Voilà, ça j'ai recommandé, je continue. Ça continue. Elles se portent très bien, on a les graphiques à disposition, je les ai mis sur Internet, donc sur on a fait beaucoup mieux qu'avec les obligations françaises. On a gagné un peu d'argent avec les obligations françaises, on a perdu tout ce qu'on voulait. Et comparé à des obligations allemandes ou des obligations US, elles ont fait mieux aussi. Donc si vous comparez les 3 obligations d'État, aucun doute, l'obligation chinoise d'État chinoise était la meilleure. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle du marché des actions et quid de la Chine et qu'est-ce qui se passe véritablement. Voilà. Alors, la question que pose Emmanuel est intéressante, c'est que vous avez été acheteur du marché obligataire. Est-ce que vous êtes en train de devenir acheteur du marché des actions chinois, qui s'est bien pété la gueule? Et la réponse est oui. Alors, non, attends. La question, j'aimerais bien qu'on fasse tout le truc. Et c'est là où tu avais fait une analyse. C'est que ton analyse était basée sur celle des cycles économiques qui était celle de Juglar. Voilà, qui remonte à 1865 par là. Qui était de dire, voilà, l'analyse de Juglar, c'était de dire, voilà, dans un cycle économique, et ça peut s'appliquer à l'histoire, puisque c'est ce que fait aussi un peu Philippe Fabry dans Historianum. Voilà, bon. Et c'est de dire, voilà, il y a des cycles qui durent 8 à 10 ans avec des renouveaux. Des renouveaux. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne. En prenant l'exemple des chemins de fer américains. Oui, mais alors ça, justement, il faut que tu ailles sur Aftalion après. C'est Aftalion qui l'a mis en jour. Mais c'est 2 économistes français, 1865 et 1905, je crois, qui ont montré le coup. Et j'avais trouvé ça génial. Et donc, vous avez les chemins de fer qui arrivent aux États-Unis. Donc, il faut en quelque sorte mettre des lignes de chemin de fer partout aux États-Unis. Donc, c'est le moment où les États-Unis commencent à devenir le bloc continental. Donc, on a besoin de millions de tonnes d'acier pour faire des chemins de fer. Mais pour faire de l'acier, il faut des hauts fourneaux qui eux-mêmes consomment de l'acier. Mmh. Et puis, on va mettre de l'acier aussi dans les immeubles pour faire des gares, des trucs comme ça. Donc, de 1852, mettons la guerre de sécession à peu près, jusqu'à 1973, tu as 20 ans, où il y a une espèce de boom extraordinaire de la demande de chemin de fer qui mène à un boom encore plus extraordinaire de la demande d'acier. Il y a un effet multiplicateur, puisqu'il faut faire... Et ce qui se passe, c'est qu'en 1973, tous les chemins de fer sont bâtis, il n'y a plus rien à bâtir, et du coup, la demande d'acier s'écroule. Et on a une dépression énorme. Mais ça ne veut pas dire que les gens cessent de voyager sur les chemins de fer. Au contraire, ça continue. La croissance sur les chemins de fer continue, mais c'est le truc de l'acier. Or, c'est exactement ce qui s'est passé dans le système économique chinois. De 1860 à 1980, à peu près, il n'y a eu aucune construction immobilière. Parce que c'était les années monstrueuses de la Chine. Et puis là, ils sont passés de quasiment 0 à 20 millions de logements par an.
Tu vois, ce qui est beaucoup. Non. Mais ils sont passés à 2, à 3, à 4, à 5, à 10, à 15, à 20. Donc il fallait du ciment, de l'acier, etc. Tu as vu, il y a une otarie qui Otaries prospère. qui prospèrent. Là. Ils sont passés donc comme ça, ils ont monté graduellement. Et puis il y a à peu près 4-5 ans, maintenant ils continuent à faire 20 millions de logements par an, ce qui est très bien, mais ça monte plus. Et donc les gens qui avaient bâti toute leur capacité de production, ils avaient été montés à 22, 23, 24 millions en 10 ans, ça va continuer à monter. Parce que si quelque chose monte pendant 25 ans, tu penses bien que tout le monde tire la droite et dit ça sera l'année la prochaine. Sauf que ça a été là, quoi. Et donc, toute l'activité de construction, d'investissement était en surcapacité. Et dont les banques sont chopées parce qu'elles ont prêté. Les particuliers ont chopé parce qu'ils ont acheté 3-4 appartements en un bon temps alors qu'ils n'auraient pas dû. Les promoteurs immobiliers sautent. Donc tu as une énorme surcapacité dans ce secteur qui est un secteur très important. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe que comme il y a la demande d'argent d'investissement qui baisse, les taux d'intérêt baissent. Oui. Et c'est pour ça que je recommandais les obligations chinoises. C'était en me disant, bon, les taux d'intérêt vont baisser, on va gagner de l'argent. Puis au bout de 5-10 ans, les taux d'intérêt ont tellement baissé que tu commences à trouver tous les autres secteurs qui étaient là, qui commencent à avoir des taux d'intérêt en dessous de leur rentabilité. Oui. Donc tu te retrouves dans une système... C'est-à-dire que tu as des taux d'intérêt qui ont baissé à 1, et tu vas avoir une rentabilité normale à 3, sinon ça ne sert à rien de se lever le matin. Et voilà, et donc tu te dis... donc ce qui se passe aujourd'hui la Chine, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Il y a eu le gros secteur de croissance des 20 dernières années qui est en train de tirer vers le bas, mais on est à la fin de ce cycle. De ce cycle. Et l'autre, les taux d'intérêt sont maintenant suffisamment bas pour que les autres secteurs se développent. Et donc, je me dis, à condition de ne pas acheter dans les secteurs qui continuent à être pourris. Donc, lié à l'immobilier, à des marchés parallèles de croissance. Voilà. Il y a des tas d'endroits en Chine, si on est un bon analyste financier, où on doit pouvoir trouver des tas de sociétés qui ont des rentabilités supérieures au coût du capital qui a été entraîné en le bas par cette chute de la croissance. Donc il faut trouver le prochain L'Oréal chinois. Voilà, il faut trouver donc ça va probablement être dans la consommation. Oui. Et donc il faut acheter les L'Oréal, il y a déjà Alibaba, il y a déjà... Unilever. Voilà. Et donc ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que... Et alors il y a tous les crétins, Dieu sait qu'il y en a, mon Dieu, keynésiens qui expliquent qu'il faut que l'économie chinoise... Rende-gorge. Non, pas soit rende-gorge, ça c'est les super crétins, mais il faut que l'économie chinoise soit stimulée. Ah bah oui, il faut la chatouiller. Il faut pour qu'elle reprenne naturellement. Mais moi je leur dis, mais on n'a pas besoin de la chatouiller les mecs. Et ce qui est marrant, c'est que le gouvernement chinois n'a pas du tout envie de stimuler, parce qu'à quoi ça sert de bâtir des logements qui seront occupés par personne. Tu vois ce que je veux dire ? Mais d'ailleurs, les Chinois, et vous l'aviez vu avec le bureau de Pékin, avaient anticipé. Oui. La Banque centrale chinoise avait complètement anticipé ce qui s'est passé. Absolument, elle avait mis, je ne sais plus comment s'appelait, le Golden, je ne sais pas quoi. Ils avaient fait... Ils avaient tout bien prévu. Ils avaient tout bien prévu, ils avaient pris des mesures... Donc, est-ce que je vais essayer de dire aux gens ici, c'est attendez une seconde, si vous avez une période de croissance très forte comme ça ne peut pas être géré. Voilà, Belt and Road. Belt and Road, mais si vous avez une croissance très forte comme l'immobilier en Chine, on ne peut pas la gérer. Tu vois, on va automatiquement, à l'arrivée, avoir une surcapacité. C'est pas possible de la gérer. Donc, les gens vous disent, le capitalisme, ça marche pas. Mais le capitalisme, c'est ce qui permet de passer de 0 à 20 millions de maisons. Et à la fin, on a bâti une surcapacité dans les maisons. C'est embêtant. Maintenant, on va essayer de la réduire. Donc, le cycle, ça fait partie de la vie. Si tu peux pas avoir une croissance qui est régulière comme ça, tu auras automatiquement des booms, des busts, des booms, des busts. Et si tu empêches le bust de se produire, à ce moment-là, tu crées de l'inflation et tu envoies de l'argent dans des mauvais secteurs et la croissance économique baisse et tout le monde devient pauvre. C'est ce qu'on fait en France. La ligne noire, encore une fois, c'est parce qu'on a fait ça depuis des années. Les Chinois, et alors c'est à mourir de rire parce que tu écoutes tous les économistes anglo-saxons, ils disent il faut que la Chine stimule. Et les Chinois, ils disent... Non, ce qu'ils ont fait... Alors, ce qu'ils ont fait... Ils essayent de stimuler les pays d'à côté. Ce qu'ils ont fait en Chine, le gouvernement, ils ont recapitalisé les banques pour que les banques les plus faibles puissent être fermées de manière calme et ordonnée. Ils ont lancé l'initiative Belt and Road, qui était une initiative afin d'aider les pays émergents à développer leur infrastructure. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, nous, on en a trop, est-ce que vous en voulez un peu ? Voilà, on vous le fait gratuit, on vous le fait pas cher. Et tant qu'à faire, vous le payez en renminbi, tu vois, tant qu'à faire, tant qu'à faire, on va vous prêter de l'argent pour que vous bâtissiez des ponts, des routes. Voilà.
Et puis on va faire commerce entre nous en renminbi et on va vous envoyer notre cuivre qu'on a de trop et puis le béton qu'on a de trop. Voilà. C'est pas complètement con. C'est pas Tu vois, t'as fait il te reste des trucs, tu et vas le aujourd'hui, il voisin faut du quand même dessous et tu savoir, lui c'est dis... que le système Belt and Road en Chine maintenant, dans tous les gens qui ont signé, les exportations dans la zone Belt and Road sont maintenant supérieures aux exportations que la Chine fait sur le reste du monde. Oui. C'est-à-dire, les gens m'ont expliqué pendant des années, Belt and Road, ça marche pas. Je disais, oui, parce que je suis très fatigué, tu sais. Quand par hasard, tu connais un peu l'histoire de l'économie, l'histoire de la pensée économique au 19e, où il y a eu des esprits puissants comme Juglar, comme Aftalion, etc., et que tu te retrouves avec les crétineries keynésiennes de bas étage, de Piketty et compagnie, il y a des moments où tu te dis, mais mon Dieu, comment se fait-il que les économistes soient devenus aussi bêtes en aussi peu de temps? Parce que autrefois, il y avait des gens qui étaient quand même surtout en France, il y avait une école économique française qui était d'une qualité tout à fait extraordinaire. Je blâme l'économétrie, mais... Oui, c'est parce c'est à partir du moment où ils ont pu faire des calculs. Je crois qu'ils ont essayé de remplacer la réflexion par le calcul. Je crois que la mort de l'économie, c'était l'invention du PC. Sûrement, parce que ils ont... Et puis l'éducation nationale a bien aidé quand même aussi. Oui, et puis cette histoire de gâteau à taille constante, etc. Bref, et puis surtout, l'idée de base, c'est qu'il faut que le gouvernement aide pour que la croissance ait lieu. Alors ça, c'est vraiment le péché... C'est le péché original, mais on le retrouve encore une fois dans l'idée que le gouvernement étant bon, il va savoir redistribuer. Voilà. Et c'est quand même hallucinant. Tu as tout à fait raison, c'est pas la redistribution qui compte, c'est la création de richesse. Oui. S'il n'y a pas de création de richesse, la redistribution, elle ira pas loin. Hein. Mais ça ne les empêche pas de vouloir redistribuer le quart, du tiers, de la moitié de ce qu'on aurait pu capter. Voilà. Et on t'explique que si aujourd'hui les rouges t'expliquent que s'il y a des pauvres, c'est parce que Bernard Arnault n'a pas payé assez d'impôts. Et que s'il avait... parce que, alors, cet homme-là paye quand même, je crois, 10 milliards via LVMH. Et bon, bref, alors ils disent, oui, mais ça représente que 14% de son revenu. Je dis, bah, oui, mais en Suisse, les gens font pareil. Tu négocies. Au-dessus d'un certain montant, tu négocies. Plus, encore une fois, si les gens veulent que tout le monde paye la même chose, ils n'ont qu'à faire une chose sur le système fiscal. Une flat tax. Une flat tax pour tout le monde. Tout le monde voilà. Vous mettez une flat tax à 20%, et ensuite, vous nous foutez bien la paix. Tout le monde paye la même chose. Non, ce qu'il voudrait, c'est que Bernard Arnault donne de l'argent à des gens qui, eux, ne payent pas d'impôts. Oui. Il n'y a aucune raison. Et c'est la grande idée. Je finis juste de ce qu'avait fait le gouvernement chinois. Il avait prêté des liquidités à des pays qui choisiraient de développer l'infrastructure. Il avait déréglementé les nouveaux secteurs de l'économie afin que ces nouveaux secteurs prennent plus de... L'archétype, c'est Alibaba. Ouais. Alibaba, si tu veux, qui aujourd'hui est donné dans la rue. Quoi. Je ne fais pas de recommandation d'achat de valeur, mais j'ai regardé les chiffres d'Alibaba. Ils sont au même cours de bourse que quand ils ont introduit en bourse, je crois, il y a 12 ou 13 ans, et leur chiffre d'affaires était multiplié par 20. Ils sont au même cours de bourse. Oui, tu vois, c'est pas une recommandation, mais... non, mais... Il y a des trucs, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en Chine et au Japon, il y a des affaires qui sont à vendre pour moins que le cash qu'elles ont dans leur bouquin, quoi. Oui. Donc, avec une rentabilité du capital qui est... C'est tout à fait suffisant. Donc, pourquoi je vais m'embêter à aller acheter Amazon ou... Tu vois ce que je veux dire pour moi, c'est que le but du financier, c'est d'envoyer le capital vers les endroits où la rentabilité marginale du capital est supérieure au coût du capital. Voilà, c'est tout. Donc, je dis, là, maintenant, vous en avez quand même pas mal. Alors qu'avant, je ne les trouvais pas en Asie. Donc, je ne recommandais pas les actions. Non. Mais maintenant, c'est en train de changer. Parce que les taux d'intérêt étaient encore hauts. Et puis, il y avait cette crise qu'il fallait liquider, ça prenait du temps. Mais maintenant, je dis la crise est liquidée, et c'est le moment où The Economist à Londres fait sa première sur l'écroulement du modèle chinois. Tous les économistes de plateau t'expliquent que la Chine est en train de mourir. Hein. Ils se rengorgent. Ils se rengorgent, mais je leur dis, on verra, une fois de plus, on verra. On verra. Moi, j'aimerais bien que les économistes de plateau montrent leur portefeuille. Parce que moi, je le montre, il existe, le portefeuille. Il se débrouille pas si mal. Il se débrouille pas si mal.
Alors, on va enchaîner, là, pour le coup, il y a une transition sur les BRICS. Oui. Et donc, alors, ce qui est arrivé quand même hier, j'ai vu donc cette hausse hallucinante quand même des prix du pétrole, Oui. et le fait que, c'est ce que disait Nicolas Meillan sur Twitter, que ça leur permette, d'une certaine façon, de négocier les taux directeurs de la BCE et... Non, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est très intéressant, parce que là, on est en train d'assister à un basculement historique. Pendant très longtemps, on achetait les matières premières chez eux, et on leur donnait en échange des petits bouts de papier colorié, nos dettes. Hein. Ils étaient gentils de les prendre. S'ils ne les prenaient pas, si tu veux, ils avaient les canons américains qui arrivaient. Et, oui, ça en a calmé plus d'un historiquement. Il y en a un ou deux qui ont eu des espérances de vie assez courtes. Comme ce... Tu sais, il y avait ce sketch, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des ennuis. Tu vois, c'était le tarif mi-couple. C'était un peu ça avec les Américains. Voilà. Il y en a qui ont essayé de ne pas jouer avec nous, ils ont eu des ennuis. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que le dernier qui a essayé à une échelle énorme, c'était la Russie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis que la Russie a décidé de s'occuper de problèmes énergétiques, qui était quand même sa première exportation, la Russie, quelqu'un qui l'embête dans son arrière-cour, qui s'appelle l'Ukraine, ils ont une guerre, etc. Donc, ce qui s'est passé pour Kadhafi, ce qui s'est passé pour Saddam Hussein, on a essayé le même coup avec la Russie. Mais la nouveauté, c'est que c'est en train de rater. Et que du coup, la Russie, la Chine, le Brésil, etc., ils sont en train de dire, bon, cette histoire de donner des petits bouts de papier pendant que nous, on donne des vrais produits, on va peut-être arrêter. Oui, ça nous a amusés. Non, on n'a pas pu faire autrement pendant longtemps. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que c'est nous qui allons déterminer le prix de ce qu'on vend. C'est ce qui commence à faire au Niger, d'ailleurs. Et c'est nous qui allons déterminer dans quelle monnaie on veut être payé. C'est-à-dire que d'un seul coup, nous, on se retrouve vraiment à poil. Et ça a accéléré de façon extraordinaire. Et aujourd'hui, quand je regarde mes chiffres et tout, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, toute une série de pays comme ça, vivent très au-dessus de leurs moyens. Donc, ils réussissaient à vivre au-dessus de leurs moyens en vendant des bouts de papier à ces gens-là qui n'avaient pas le choix que de les acheter. Mais s'ils ne les achètent plus, les taux d'intérêt ne peuvent que monter. Et c'est-à-dire que les taux d'intérêt qui peuvent que monter, nos actifs, la valeur d'un actif, c'est la somme actualisée de ses profits futurs. Donc, si les taux d'intérêt montent chez nous, la valeur des actifs va baisser. Ce qui fait qu'eux, ils pourront les acheter pour pas cher. Mm-hmm. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est dans un renversement historique de ceux qui forçaient les autres à acheter. Et maintenant, c'est eux qui sont capables de nous forcer à vendre. Tu vois ce que je veux dire ? Ce ne sera pas au même prix. Donc, on a un renversement absolument extraordinaire des outils de la puissance dans le monde. Mais ça va... Ça veut dire que nos niveaux de vie n'ont pas fini de baisser. Hein. Alors, indépendamment de ça, ça va... Alors, première question, où est notre diplomatie ? Mais on n'en a pas, puisque c'est là où on a été d'une imbécilité foudroyante en France. C'est que, quelque part, depuis De Gaulle, en tout cas, on avait une espèce de diplomatie qui faisait qu'on gardait une espèce de connexion avec les pays des BRICS de l'époque. Oui. Et pour certains anciens colonies. Pour montrer qu'on était... on comprenait on les comprenait, etc. Mais avec Sarko, on a commencé à s'aligner complètement avec les États-Unis. Ça a été encore pire avec Hollande. Oui. Et maintenant, avec celui-ci, c'est grotesque. Donc aujourd'hui, dans tous ces pays, on n'est plus perçu comme la puissance intermédiaire qui aurait pu négocier entre les BRICS et les États-Unis. Qui était notre cas autrefois au Moyen-Orient. La France était aux tables des négociations avec les Américains, avec les Anglais aussi. Avec les Anglais, il y a longtemps qu'ils sont passés aux États-Unis, mais nous, maintenant, on est passés aux États-Unis, donc on ne sert plus à rien. Et du coup, tous ces pays qui étaient attirés par ce machin en disant « je suis de la civilisation occidentale, mais je ne suis pas le pouvoir américain »,
Je suis indépendant. Qui aurait pu être une aide pour la Chine, parce que quand vous avez fait cette interview remarquable avec Xavier Roffer et Hervé Juvin, qui marche très bien et qui a très bien marché, il y a quand même le passé de l'Angleterre vis-à-vis de la Chine, et donc des États-Unis aussi, qui ont forcé la vente de drogue, qui font que les Chinois n'oublient pas. Non. Et c'est des pays avec qui ils ne veulent pas commercer. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. A raison, puisqu'on les a... Parce que nous, on était sur écrit Les Misérables, etc. Il y a un côté français qui était quand même de respecter la nation et de respecter l'autonomie des différents États. Mais là, on s'est complètement couché devant les États-Unis, on est devenu... Donc, ce qui se passe, c'est que tous les pays en Afrique, par exemple, disent... si j'ai besoin de m'alléger à quelqu'un, je vais directement aux États-Unis, ou je vais à la Russie, mais j'ai plus besoin... La France, elle a perdu toute crédibilité. Ce type d'où l'espèce d'emballement qu'on a constaté tout l'été de pays africains qui, les uns après les autres, nous font légèrement comprendre que, non, ils n'ont pas besoin de nous. Pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. Et ça va, à mon avis. Et alors, ce qui me fait penser... Je ne sais pas si ça va arriver, mais il y a des gens qui disent qu'au Sénégal, ça ne va pas bien non plus. Oui, et alors, il faut qu'on fasse cette émission sur le franc CFA. Je vais m'en occuper, je vais le filer à Léonard. Oui, parce que Léonard nous a rejoints. Donc, désormais, je ne suis plus la seule salariée de l'Institut des Libertés avec le DAF. On a doublé le nombre de salariés. On a doublé le nombre des employés de l'Institut des Libertés. C'est vous dire si on est une valeur de croissance. Vous pouvez y aller, les gars. Donc voilà, désormais, il y aura aussi Léonard pour m'aider. Parce que le DAF, a pris beaucoup de poids pendant l'été. Il n'est pas salarié. Et c'est un enfer pour lui. Et donc il faut qu'on fasse cette émission sur le franc CFA, parce que je pense que ça... Il va sauter, celui-là, il va disparaître. Oui, et comme donc ça serait un bon moment pour expliquer pourquoi ce truc monté par des inspecteurs des finances, on n'y comprend rien, et ça... non, mais surtout, j'ai été scandalisé, parce qu'on voyait quand Bongo a sauté, là, je ne sais pas que j'ai une passion pour les Bongos, là n'est pas la cause, mais il y avait des journalistes de France Interminable, là, ou je ne sais plus quoi, qui disaient, et on a trouvé 7 milliards en liquide. En liquide. Oh, surprise! Non, mais c'est pas ça, c'est que 7 milliards, c'était des anciens francs. Donc ça faisait 200 000 euros, tu vois. C'était là depuis Giscard ? Non, mais c'est là depuis Giscard, je sais pas. Mais je veux dire, donc les types disaient 7 milliards, 8 milliards, on a trouvé ça, etc. Mais c'était peanuts, c'était 200 000. Et ils présentaient ça comme si c'était, sans le dire, comme si c'était 2 euros. Pour déconsidérer le gouvernement Bongo. Ils te disaient, tu vois, mais ils te donnaient pas la contre-valeur de ces milliards de francs CFA. J'ai trouvé ça, mais honteux de la part d'un journaliste. Il est vrai que si ça représente 200 000 euros, pour un pays africain, avoir 200 000 euros en liquide, en cash, si t'es le dans un coffre, ça me paraît pas non plus... Non, mais tu sais jamais si le système bancaire saute du jour au lendemain, s'il y a une panne d'électricité, ainsi de suite, tu peux avoir besoin... Surtout quand le franc CFA est plus ou moins contrôlé par un autre pays, donc si tu veux avoir accès à lui, tu n'y as pas droit parce que... On connaît tous des gens qui ont peur des banques et qui ont de l'or et pas mal de pépettes en liquide, et c'est le droit de chacun de conserver... Donc, on avait une autonomie de la diplomatie, c'est ce qu'on appelait la diplomatie gaulliste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a à peu près un an, l'incapable qui nous sert de président de la République a littéralement fermé le Quai d'Orsay. On n'a plus de diplomates. Ils ont fermé les... Et si tu veux, là, on est quand même... On en voit les résultats aujourd'hui. Et on a traversé là 1 an et demi maintenant de guerre, dans lequel la France a déversé des millions, si ce n'est des milliards, donc. Et on est obligé de plisser les yeux pour se souvenir du nom de la ministre des Affaires étrangères, qui est le Colonna d'Istria, je crois. Non, c'est une Colonna, c'est pas une Istria. Non, une Colonna. Une Colonna, je crois que Colonna, c'est tout. Mais... Emmanuel a tout à fait raison, c'est quand même, moi, quand j'étais enfant... Elle vient d'avoir le Covid. Oui, quand j'étais jeune, mettons, dans les gouvernements de De Gaulle, de Pompidou, de Giscard, tout le monde connaissait le nom du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Armées... De l'éducation de facto. De l'éducation, il y avait quand même des personnalités qui étaient... Et aujourd'hui, j'ai demandé à des amis qui suivent la politique qui était le ministre des Affaires étrangères français... Personne ne savait. C'est vous dire à quel point d'imbécilité on est arrivé, où il y a ce gamin qui ne sait rien faire, qui n'a jamais rien fait, etc., qui pense qu'il est capable de gérer des dossiers aussi compliqués que l'Afrique, parce que
Mais non, regardez, on assiste à un écroulement. Et ce qui est en train d'arriver à la diplomatie va arriver à l'économie. C'est les mêmes FA, parce que ce sont des gros FA, qui sont en train de foutre en l'air le pays en pensant qu'ils sont compétents alors qu'ils ne le sont pas du tout. Je crois avoir été le premier à dire dans une émission de télévision que M. Macron était idiot. Et qui s'entouraient de personnes plus bêtes que lui. Plus honnête, comme très souvent les idiots, qui en plus savent qu'ils sont... Tu vois, quelqu'un comme De Gaulle, qui se disait je suis un être exceptionnel, parce qu'il le pensait. Hein. Tu sais, c'était l'histoire avec je crois que mon général, que vous êtes appelé un destin national, et il avait répondu je le pense aussi. Je le pense aussi. Donc, c'était des gens, on peut dire, qui n'étaient pas empreints de modestie et qui étaient effectivement, à tort ou à raison, mais en tout cas. Et qui ont traversé une vie dans laquelle ils l'ont prouvé. Donc, tout droit dans leurs bottes. Et à côté de ça, ils se disent, mais moi, je n'ai aucun problème, donc, à avoir Malraux à la culture, puisqu'ils se disent, mais moi, je suis ce qu'on fait de mieux, donc je vois pas pourquoi j'aurais peur de Malraux. Et ainsi, tu t'entoures de personnes... Ou RUEF à l'économie. Ou RUEF à l'économie, sans te dire que, voilà, tu prends les meilleurs et tu te dis, c'est formidable. Ouais. Parce que toi-même, tu sais que tu es ce que tu es. Oui, mais voilà. Et donc, tandis que là, vraiment, on a je pense fondamentalement que Macron est un homme éminemment incompétent, insignifiant, sans caractère, sans idée, et je trouve que c'est fou que notre système électoral l'ait amené 2 fois au pouvoir. C'est-à-dire que la seule explication, c'est que le système électoral est manipulé. Parce que je ne crois pas une seconde que les Français, sans manipulation, auraient amené un type comme ça 2 fois. J'arrive pas à le croire. Non, mais c'est contraire à tout ce que je crois. Je pense aussi que tout le monde a été manipulé, bien sûr. Bien sûr. On a été manipulé de façon effroyable. Et donc, je me dis, mais on est aujourd'hui, le vrai problème que la France a, c'est que notre système politique a été capturé par des gens qui nous amènent des pantins. Et je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir non plus. Bon, on verra. Il faut que chacun s'en rende compte petit à petit et vote en conséquence. Mais là, on est... mais maintenant, on en voit les effets désastreux de Macron. Maintenant, ça fait 7 ans sur l'Afrique. Bon, on commence à le voir sur l'économie. C'est la baisse de la courbe noire dont on parlait tout à l'heure. On va le voir aussi dans le domaine des armées, puisqu'on n'a plus notre indépendance militaire. Donc, on voit petit à petit... Je pense que aussi les Jeux Olympiques vont être un véritable four et on va passer pour les rigolos que l'on est un petit peu maintenant. On l'a vu déjà la dernière fois avec tous ces Anglais au match, voilà. Et là, comme ça a été mis en territoire anglais aussi, les stades, les gens vont se faire détrousser comme au coin d'un bois. Et on va être là, une risée mondiale, puisque ça va être mondialement. Oui, c'est vrai, mais quand tu disais qu'il n'y avait pas d'élément de ce truc qui baisse, etc., regarde même cette extraordinaire explosion des banlieues quand on a tué le petit Naëm, là. Ouais. Ça aussi, c'est arrivé, personne s'y attendait, ça a pété d'un seul coup. Et ça a duré 4-5 jours, et puis ensuite c'est retombé. Mais c'est pas normal que dans un pays normal, il y ait des espèces d'explosions comme ça, pour ce qui est un fait divers, quoi. Oui, c'est parce que c'était les vacances, c'était les soldes, les gens voulaient péter des boutiques, et puis qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Mais c'est extraordinaire, c'est que l'État ne fasse plus son travail. Et que surtout, je ne sais pas s'il a essayé de le faire ou s'il n'y arrivait pas, mais force est de constater qu'il y a eu des millions, des milliards de partis en fumée. Et les Restos du Cœur, dont de 10 millions dont on parlait, se sont retrouvés. Pourquoi se retrouvaient-ils aussi dans cette situation ? À cause de ces émeutes qui ont fait que un de leurs entrepôts a été dévalisé et laissé pour mort. Des camions explosés. Pour revenir à Bernard Arnault, les 10 millions, moi, si j'avais été lui, j'aurais donné 10 millions, mais j'aurais exigé que ça ne se sache pas. Mais bien évidemment, encore une fois, c'est Matthieu 6-3 que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Ne fais pas comme ces juifs à la synagogue qui donnent ostensiblement devant tout le monde. Donne modestement et ton père le saura. Tu n'as pas effectivement à te donner... C'était une erreur psychologique. Mais c'était surtout c'était monté. C'est-à-dire que tu as le gouvernement, tu as les Restos du Cœur qui disent ça, tu as Bernard Arnault et derrière, comme par hasard, il y a... Aurore Berger, qui reçoit le même jour, avait un chèque comme ça. Donc c'est une opération de com qui était menée main dans la main avec le pouvoir politique. Donc voilà. Donc grosso modo, pour en revenir à ce qu'on a dit souvent ici, si vous êtes jeune, etc.,
il faut aller vers l'océan Indien, il faut aller vers le Pacifique, il faut aller vous intéresser à tous ces trucs-là. Mais les années qui nous attendent en France vont être difficiles et il va falloir, parce qu'il y a on est un peu comme l'Argentine dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait tellement d'âneries qu'à un moment ou à un autre, il va falloir les payer. Alors, si ça vous intéresse, l'ouverture vers l'océan Pacifique et l'ouverture vers d'autres pays, je vous recommande le magazine Conflit de ce mois-ci. Voilà. Tiens, tu dois le montrer. Je ne l'ai pas, je l'ai mis dans mon sac. Mais il est très bien et vous retrouvez un article de Charles et différentes justement articles d'ouverture avec des cartes sur l'océan Indien, parce qu'en effet c'est un bon moyen de savoir où aller, que faire, etc. J'étais à Biarritz cet été, il y a un jeune ingénieur qui m'a abordé dans la rue, comme ça arrive souvent, il m'a dit qu'est-ce que je dois faire et tout. Je lui ai dit ce que vous devez faire, c'est apprendre. Maintenant vous vous mettez avec un certain nombre de copains, vous montez des boutiques, une boutique d'ingénierie de consultants, etc. Et vous allez ouvrir vos services en Turquie, au Pakistan, en Inde, et ils demanderont que ça, parce qu'ils ont besoin de gens comme vous. Mais si vous êtes un ingénieur des travaux publics, en France, dans les quelques années qui viennent, la demande ne va pas être terrible, quoi. C'est drôle parce que, enfin, pardon, mais là je fais mon beau-frère est gendarme, mais le Pomone, ma fille, a sa colocataire, son petit ami, justement, est parti en Inde et il développe et tout ça. Les Anglais font ça maintenant. Non, oui, ils ont ça dans le sang. Oui, ils ont ça aussi, mais il y a une forte demande parce qu'il y a encore une... Voilà. Si t'es un peu ingénieur ponts et chaussées ou ce genre de choses... Si tu sais faire des ponts, des barrages, des centrales électriques, etc., t'as aucun souci à te faire pour ton avenir, à condition que tu sortes de France. Voilà. Voilà. Mais ils ont des très bonnes vies, c'est extrêmement bien payé, c'est intéressant pour peu que tu t'intéresses à ton travail. Et si la France se redresse, ils pourront revenir. Voilà. Voilà. Alors, dans la série, on a presque terminé. J'espère que ça vous aura intéressé, mais je voulais vous donner cette dernière information que Charles a commis un nouvel ouvrage qui sera publié sous 6 semaines, je pense maintenant à peu près, par les éditions Pierre de Taillac. Alors, les éditions Pierre de Taillac sont des éditions militaires à l'origine, très graphiques, avec des livres extrêmement travaillés, des très belles mises en page. Donc j'ai hâte de voir ce que Pierre de Taillac va réaliser avec le livre de Charles, qui ne fait pas de très beaux dessins. Et il n'y aura pas, je crois pas qu'il ait été fait de croquis avec ça. Je n'ai ni croquis ni dessin, c'est juste mais une le réflexion. livre qui est excellent, je pense que franchement, et je dis pas ça par flagornerie, je pense que c'est ton meilleur, parce que il est très doux. Quelquefois Charles peut être un peu incisif. Et non, pas du tout. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait la patte de la maturité. Et il a repris tous les articles de l'Institut des Libertés en gardant les plus intéressants, avec un regard à chaque fois sur ce qui a été écrit et pourquoi ça s'insère dans le temps présent, avec une réflexion parfois philosophique et puis je pense une réflexion aussi sociologique la plupart du temps, et tout s'insère comme des petites briques les unes dans les autres. Donc vraiment, on a hâte de cet ouvrage sous 6 semaines. Ce que j'ai essayé de faire, c'est assez simple, c'est que ici, dans ces conversations ou avec les articles, on nous a donné beaucoup d'éléments, comme dit Emmanuel, des briques. Mais on n'a jamais présenté l'ensemble du monde, en quelque sorte. Je n'ai pas fait une réflexion. C'était comme un puzzle. Vous aviez toutes les pièces. Et là, j'ai essayé de vous montrer quel était l'ensemble des forces en présence en un seul ouvrage, de façon à ce que quand quelque chose se passe, vous puissiez le relier à ceci, à cela ou à autre chose. Donc c'est un effort de mise en page d'une réflexion qu'on a menée ensemble depuis, je sais pas, une dizaine d'années, quoi. Voilà. Depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que... à l'époque, tu t'étais fourvoyé dans un autre institut, et puis comme Charles était très malheureux parce qu'il filait des sous et il advenait rien, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut en faire un, je vais t'en faire un. Et, on a fait l'Institut des Libertés. Et on a fait l'Institut des Libertés, puis après il m'a dit, mais tu veux pas continuer? Je lui ai dit, quand même, ça m'embête un peu. Alors, il m'a dit, allez, et puis alors, voilà, puis ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et puis on commence à avoir des gens qui nous suivent et des gens qui pensent qu'on fait des choses intéressantes. Et donc voilà, ce livre, c'est un effort, dans le fond, de présentation de tout ce qu'on a fait à l'Institut Liberté de 10 ans pour montrer que c'est cohérent, que toutes les choses qu'on vous dit, on peut vous dire qu'une seule chose, mais elle sera en synchronisation avec toutes les autres. C'est-à-dire que notre pensée est un tout. C'est pas simplement des petits bouts qui se rajoutent les uns aux autres, quoi. Voilà, mais il sera prêt, et alors on compte sur vous pour en faire un succès. Et je tiens à dire que tous les frais
tous les droits d'auteur iront à l'Institut des libertés. Qui est une association et qui est évidemment contrôlée par la préfecture. On a un CAC et ainsi de suite. Et je tiens à dire, on ne fait aucun profit. Hein. Donc, on travaille très clairement à perte, surtout maintenant qu'on a 2 salariés et un DAF qui ressemble à une otarie. C'est lui qui nous coûte le plus cher. Tu parles, ce chien me... Voilà. Écoutez, merci énormément de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poser vos questions. Je tenterai d'y répondre si j'ai la réponse et sinon de les poser à Charles. Je ne sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine, mais on va trouver. Peut-être on fera il ne sera pas prêt encore, une présentation du livre. Je peux la faire. Non, on la fera quand il sera bien en page et que Pierre nous aura envoyé une... Qu'on pourra le commander. Oui, voilà. Donc on va trouver un sujet d'ici la semaine prochaine. L'actualité prima. Voilà. Et merci encore. Et vous nous avez beaucoup manqué. Pour ma part, je suis ravie de reprendre ces émissions. Moi aussi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci.